Merci pour la présentation. Je suis bien contente d'être avec vous ce soir. Donc, je m'appelle Marie-Lou Kraft, j'ai étudié en théâtre et j'étudie présentement en droit. Je m'intéresse à l'univers théâtral, à ses personnages, ses intrigues. Je lis une pièce et je vois des courbes dramatiques, des nœuds, des dénouements. J'aime les analyser pour voir ce qu'ils peuvent m'apprendre sur l'humain et sa société. Mais je m'intéresse aussi à l'univers social, à ses acteurs, ses histoires. Je lis une nouvelle juridique et je vois des courbes dramatiques, des nœuds, des dénouements. Et quand je les analyse, ils m'en apprennent eux aussi sur l'humain et sa société. C'est peut-être que j'ai un biais dramatique, que j'aime injecter du drame dans le réel, ou c'est peut-être que le réel est dramatique et que quelque part, drame et droit se rejoignent. L'ex-juge en chef de la Cour suprême du Canada, Beverly McLachlin, a annoncé qu'elle allait passer sa retraite à écrire de la fiction. Elle a même écrit son premier thriller judiciaire alors qu'elle travaillait toujours. Le matin, la fiction, l'après-midi, la réalité. Quelle est la frontière entre les deux? Y en a-t-il vraiment une ou est-ce que le chaud soleil du midi fait tout fondre ensemble pour brouiller toute frontière? Je lis beaucoup de décisions de la Cour suprême et une de celles qui m'a le plus marquée, c'est Waldick contre Malcolm. C'est la réalité, mais ça pourrait tout aussi bien être une fiction tellement on dirait que c'est inventé par un juge pour nous en apprendre sur l'humain et sa société. On est en 91 à la Cour suprême du Canada. Si on est là, c'est qu'il y a d'abord eu un procès dans un tribunal ontarien, que la décision du juge du procès a été contestée, donc que sa cause s'est rendue au tribunal supérieur, la Cour d'appel de l'Ontario, que cette décision-là a été contestée, donc c'est rendu au tribunal supérieur, la Cour suprême du Canada. Rendu là, c'est qu'on s'entend vraiment, mais vraiment pas. Monsieur Waldick, c'est le frère de Madame Malcolm. Il va lui rendre visite, c'est l'hiver. Il parque son char dans l'entrée de sa sœur, descend du char, commence à marcher jusqu'à la maison. Et parce que c'est l'hiver au Canada, l'entrée est glacée, mais l'entrée n'est pas déglacée. Il le sait, il le voit. Et de toute façon, personne ne déglace son entrée dans cette région-là, c'est bien connu, il faut faire attention. Monsieur Waldick fait attention. Mais il glisse quand même sur la glace de l'entrée pas déglacée de sa sœur. Il se pète la tête, il se fait mal, pas mal. Mais avec le temps, ça finit par aller mieux, assez bien pour poursuivre sa sœur. Le problème ici, la question sur laquelle on s'entend tellement pas qu'on s'est rendu jusqu'à la Cour suprême du Canada, c'est ça. Il fallait-tu, oui ou non, que Mme Malcolm mette du sel dans son entrée? Ça a l'air infiniment petit comme ça. Faut-tu mettre du sel dans son entrée l'hiver? Mais j'y vois là tout un drame. C'est peut-être mon biais dramatique qui injecte le drame dans le réel, ou c'est peut-être que le réel est dramatique, que le drame et le droit se rejoignent quelque part dans le sel qui s'est jamais épandu par terre, mais qui peut néanmoins nous en apprendre sur l'humain et la société. Est-ce que vous voyez la courbe dramatique, le nœud dans la défense de Mme Malcolm? Personne déglace son entrée par chez nous, même mon frère, il ne le fait pas chez lui. Si personne le fait, pourquoi est-ce que moi, je devrais le faire? Pourquoi est-ce que moi, j'aurais la responsabilité de prendre soin des autres si les autres prennent même pas soin de moi? En sachant que mon entrée est glissante comme toutes les autres entrées, comme son entrée à lui, pourquoi ce ne serait pas à mon frère de juste prendre soin de lui-même? À qui revient la responsabilité de prendre soin? C'est tellement pas évident comme question que les juges de la Cour suprême ont dû trancher. Madame Malcolm aurait dû déglacer son entrée. On a l'obligation de prendre raisonnablement soin des autres, même si personne d'autre le fait. C'est ça le dénouement. C'est beau, hein? Mais la question que moi je me pose, c'est qu'est-ce qui vient après? Est-ce que la réalité suit nécessairement? Du sel dans une entrée de quelques mètres, c'est encore abordable. Madame Malcolm puis ses voisins et voisines, ils en ont sûrement les moyens. Mais à plus grande échelle, on en fait quoi de l'obligation de prendre soin? Est-ce qu'on en a les moyens? On fait quoi des services publics? On fait quoi des programmes sociaux? On en fait quoi de nous, les 8,5 millions de Québécoises et Québécois?
Entre voisins-voisines, on peut tisser ensemble un filet aussi grand que possible pour s'empêcher mutuellement de glisser, de tomber. Mais si ce filet social s'use, se tend et menace de rompre, on en fait quoi? On se resserre les coudes pour le solidifier ou on se laisse tomber? Et on fait quoi quand ceux et celles qu'on élit pour en prendre soin considèrent qu'on met trop d'efforts à le garder tendu et choisissent de le couper? À quel point est-ce qu'on peut s'investir individuellement pour s'entraider malgré tout? Tout autour, je vois des organismes de soutien se fendre en quatre, des travailleurs, des travailleuses communautaires se casser par responsabilité, par obligation de prendre soin. Que peut-il exister quand les nœuds qui nous unissent se défont? J'ai 2 filtres par lesquels j'observe le monde qui m'entoure. Parfois, ils s'entremêlent. Ce que je lis, est-ce que c'est de la réalité ou de la fiction? Est-ce que c'est quelque chose de possible ou c'est seulement une aspiration? Et si c'est un rêve, est-ce qu'on a les moyens de le concrétiser? Peut-être que la réponse n'est ni dans le drame, ni dans la réalité, mais quelque part entre les deux, dans ce qui les réunit, les gens qui peuvent renouer les drames pour tisser la réalité.